Europe 1, 14h, 15h, on de la te raconte. Bonjour à tous. Une affaire criminelle de 1891 aujourd'hui. L'enquête sur l'assassinat boulevard du Temple à Paris de la baronne Dellard, que l'on retrouve égorgée dans la chambre de son fils. Une affaire qui a passionné la presse à l'époque. La presse et donc les foules. D'autant que l'assassin, vous verrez, n'est pas un Pékin moyen. Pour débriefer cette histoire, je ferai appel tout à l'heure à un historien du crime, Frédéric Chauveau, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers. Il est là au téléphone. Bonjour monsieur Chauveau. Bonjour. Et à tout à l'heure, qui a tué la baronne Dellard? Une histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Venez avec moi au 42 boulevard du Temple à Paris, un après-midi de décembre 1891. Il est 4h30 de l'après-midi. Venez, venez, entrons dans la cour et tendons l'oreille parce que c'est ici et maintenant que ça commence. Oh, regardez là au premier étage. Oui, la fenêtre là. Une femme est renversée sur le garde-corps de sa fenêtre. Du sang gicle de sa gorge et coule le long du mur. Mon Dieu! Mais c'est Delphine, c'est la bonne de la baronne Dellard. La voilà qui essaye de parler. Par là! L'assassin! Arrêtez-le! Il m'a coupé le cou! Voleur! Assassin! Arrêtez-le! Pile à ce moment-là, vous le voyez là, un jeune homme surgit dans la cour, brun, environ 30 ans, élégant, avec un chapeau haut de forme et sous le bras une serviette en cuir noir. Et tranquillement, il sort dans la rue et il disparaît. Et là, Delphine la bonne, dégoulinante de sang, arrive dans la cour de l'immeuble. Arrêtez-le! Arrêtez-le donc! Il va se sauver! Courez donc là-bas! Courez donc! Mais les voisins semblent penser qu'il est plus urgent de s'occuper d'elle, et ils ont bien raison. Ils la font asseoir sur une chaise. Elle est presque délirante. Coupez le cou! Billets de banque! Ils vont tout prendre! Il est bien dans ma chambre! Oh, ma pauvre maîtresse! Ils sont encore là-haut! C'est fini! Je vais mourir! Et elle s'évanouit. Les voisins font alors appeler une ambulance et la jeune Delphine Oubre, est emmenée à l'hôpital Saint-Louis. Les ambulanciers constatent que sa plaie à la gorge s'étend de l'oreille jusqu'au larynx. Elle a été égorgée. Là-dessus, la fille des concierges sort sur le boulevard et elle avertit un gardien de la paix de ce qui s'est passé, qui s'en va aussitôt avertir le commissaire de police du quartier, le commissaire Vérillon, qui arrive quelques minutes plus tard avec son secrétaire et des agents de police. Il grimpe l'escalier jusqu'au premier étage et il pénètre dans l'appartement de la baronne Émilie Génie Dellard. Ils font le tour des pièces et dans la chambre du fils, ils trouvent la baronne morte, la gorge tranchée, dans un bain de sang. Dans la salle à manger, sur le sol, près d'une lampe brisée, le commissaire trouve un couteau, un grand couteau. Ça doit être l'arme du crime. La lame du couteau, très effilée, mesure au moins 15 cm. Et dessus, 2 lettres sont gravées. F, M, surmontées d'une petite couronne. Dans la chambre de la baronne, son secrétaire est grand ouvert. Et dedans, il y a des bijoux, et des pièces d'or, et des médailles, et des décorations. Ce doit être les décorations de feu le baron Dellard. Je crois qu'il a été colonel dans la garde impériale. Bon, tout ça est assez clair. On a attaqué la baronne et sa bonne pour les voler. Et le voleur n'a pas pu tout emporter, voilà. Soudain, la sonnette de l'appartement retentit. Bonjour. J'ai un pli à remettre à la baronne Dellard. C'est de la part de son fils. Le commissaire décachette la lettre. Elle est effectivement signée Paul Dellard,
qui semble travailler au ministère de la Guerre. Il prévient sa mère qu'il ne faut pas l'attendre pour dîner et qu'il est retenu par des amis. Le commissaire Vérillon voudrait bien l'avertir de ce qui s'est passé, mais il ne donne pas l'adresse de ses amis. « Allez, faites le tour des voisins, interrogez-les tous. » Le fils, le baron Paul Delard, rentre chez lui tard le soir. Les policiers sont encore sur place. « Ah, monsieur le baron, enfin. Monsieur le baron, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Votre mère, monsieur le baron, a été assassinée. On pense que c'est un cambrioleur. » Le garçon a l'air tellement secoué qu'il est impossible de lui poser une seule question. L'interrogatoire est remis à plus tard. Le lendemain matin, sous la direction du juge, les policiers procèdent à une perquisition de l'appartement de la baronne. Ils prennent des photos du cadavre avant qu'il ne parte pour les pompes funèbres. Et sous un meuble de la salle à manger, ils trouvent un gant de peau de couleur brun-rouge. Ça pourrait appartenir à l'assassin, non? Regarde le système d'attache. Il est particulier. Une agrafe en cuivre, c'est pas courant, ça. Dans la salle à manger, ils trouvent aussi des pincettes tordues. Il a dû s'en servir pour fracturer le secrétaire. Il faut que je vous donne des nouvelles de la bonne Delphine. Elle va s'en sortir, figurez-vous. Ces blessures qui semblaient mortelles sont finalement assez superficielles. Ce drame n'aura finalement fait qu'un mort. Mais c'est une baronne. Enfin, une baronne d'empire. Mais bon, une baronne tout de même. Grâce au récit de la bonne et des voisins, le juge Poncet en charge de l'instruction parvient à retracer le profil et l'itinéraire de l'assassin. C'était un jeune homme d'environ 25 ans, avec une moustache et un chapeau de forme. Et il s'est trompé d'adresse, figurez-vous. Il a commencé par aller au 6 rue des Filles du Calvaire, où la baronne Delard habitait avant. Et puis quand il est arrivé au 42 boulevard du Temple, il a commencé par se renseigner auprès de la concierge. Il m'a demandé à quel étage il habitait. Je lui ai dit au premier. Mais l'idiot est allé frapper au deuxième, avant de redescendre. Intéressant tout ça, parce que l'assassin n'a pas frappé au hasard. Il visait la baronne. Mais il ne la connaissait pas si bien que ça, puisqu'il ne savait pas qu'elle avait déménagé. Le soir même, rue de Malte, à quelques centaines de mètres des lieux du crime, un passant trouve un deuxième gant, en cuir rouge-brun, avec les mêmes agrafes reconnaissables. T'as vu? C'est le gant gauche. Il est plus usé que le droit. Ça veut dire que notre assassin est un gaucher. Et ça se confirme à l'autopsie. Le coup de couteau, je suis formel, a été porté de droite à gauche. Il est donc fort probable que le tueur a frappé de la main gauche. Et puis vous vous souvenez de l'arme? Le couteau marqué des lettres F et M surmonté d'une couronne. Il est très caractéristique. Et à cette époque-là, les couteaux ne sont pas fabriqués en Chine. Ils sont tous fabriqués à Thiers, en Auvergne. Donc le juge Poncet met le procureur de Thiers sur le coup. Il lui envoie une photo du couteau. Et l'autre lui répond par télégramme. Trouillet-Landon, coutelier à Thiers, fabrique des couteaux identiques pour un coutelier de Lyon. Très bien. Si ça se trouve, le coutelier de Lyon tient un registre de ses ventes. Le juge adresse immédiatement une commission rogatoire au parquet de Lyon. Et les policiers de Lyon vont interroger le coutelier au Grand Bazar. Je me souviens très bien du jeune homme à qui j'ai vendu ce couteau. C'était le 28 novembre. Un garçon de 25, 26 ans, de taille moyenne, avec une moustache brune, très fine, coiffé d'un chapeau de forme. Je me souviens, il pleuvait ce jour-là, il avait un parapluie. Et aussi une serviette en cuir noir. Et quelque chose que j'ai pas pu oublier. Pour s'assurer de sa qualité, au couteau, il a piqué la pointe dans le bois du comptoir. La description est identique à celle de l'assassin de la baronne. Et s'il avait aussi acheté ses gants, ici à Lyon,
Les policiers de Lyon font le tour des gants entiers. Et bingo, les gants viennent de chez Madame Brunet, rue Victor Hugo. Je les ai vendus, voyons donc, le 27 novembre. Et elle décrit le même jeune homme, à chapeau haut de forme. La description de l'assassin étant maintenant parue dans les journaux, on découvre aussi que le même homme a acheté un pardessus à Lyon, un pardessus bleu marine. Il me l'a payé 50 francs, sans marchander, hein. Et il n'a pas voulu que je le lui emballe. Il est parti avec sous le bras, il m'a dit « je suis à l'hôtel à côté ». Ah, intéressant. Les hôtels en général notent le nom de leurs clients. Les policiers de la sûreté font le tour de tous les hôtels du coin. Rien. Pile à ce moment-là, un colonel de l'infanterie appelle la sûreté. Il pense que l'un de ses hommes, un officier, qu'il a mis en disponibilité récemment pour mauvais comportement, pourrait être le tueur. Car, précise le colonel, cet officier connaît très bien le baron de Lard, le fils de la baronne. Et il donne son nom, Louis-François Anasté. Un officier, sacrebleu. Et là, ça va très vite. Cet officier loge, d'après les derniers renseignements, dans un hôtel au 10 rue de Valois, à Paris. Pour être sûr de le confondre, les policiers réquisitionnent tous les témoins du crime, la gardienne, les voisins, tous ceux qui l'ont vu. Et ils les font venir chez un marchand de vin situé en face de l'hôtel, où crèche Anasté. À 11h10, Anasté franchit le seuil de son hôtel. L'inspecteur demande au témoin. « Vous le reconnaissez ? C'est lui ? Ah oui, je le reconnais. Il a une barbe, mais il n'en avait pas, mais je le reconnais. » L'inspecteur traverse la rue. Pour être sûr de l'identifier, il a pris une lettre à son nom. « Monsieur, bonjour. C'est bien à vous que cette lettre est adressée ? » Oui. Le type devient blême. Il commence à bafouiller, et là, de tous les côtés, surgissent des policiers qui l'emmènent droit chez le juge d'instruction Poncé. Et ensuite, ils vont perquisitionner sa chambre d'hôtel, et dans une malle, ils trouvent le chapeau haut de forme et le pardessus acheté à Lyon. Anasté est conduit à la prison de la Santé, et là on lui rase la barbe, que sans doute il a fait pousser, sachant que son signalement était dans tous les journaux. Une fois rasé de frais, on lui met le fameux pardessus et le chapeau haut de forme, et on l'emmène au 42 boulevard du Temple, où on le montre à la bonne Delphine, qui est sortie de l'hôpital. « Oh, je le reconnais. Ah, c'est lui, c'est absolument certain. » La concierge le reconnaît également. Et enfin, on le présente au jeune baron Paul de Lard, qui lui le connaît, puisque c'est un proche de la famille. « Misérable! Pourquoi avez-vous tué ma pauvre vieille mère ?» Avec un grand calme, Anasté lui répond. « Mais je n'ai pas commis le crime dont on m'accuse, Paul. Je suis innocent. » Il nie. Et il nie encore quand on l'interroge au siège de la sûreté. Et d'ailleurs, il a un alibi. « J'étais ce soir-là chez Madame l'abbé des Londes, qui est la veuve d'un commandant de gendarmerie. Allez vérifier, elle habite au 55 boulevard Beaumarchais. » On va vérifier tout de suite. « Chère madame, monsieur Anasté dit que le 5 décembre dans l'après-midi, il était avec vous chez vous. Vous confirmez ? » ?»« Ah oui, il était avec moi, je le confirme. » »« Ah, donc il a un alibi. Donc ce n'est peut-être pas lui. » Le 25 décembre, jour de Noël, ont lieu les obsèques de la baronne de Lard, à l'église Saint-Martin. Ça fait 3 semaines que la France se passionne pour cette affaire. Aux obsèques, il y a plus de badauds curieux que de proches. Donc, Anasté a un alibi. Mais en même temps, il a le profil.
D'ailleurs, le jour même de son arrestation, Monsieur Gévelot, député de l'Orne et neveu de la défunte baronne, vient trouver le chef de la sûreté. J'ai là pour vous, que je tiens du colonel d'infanterie Peloux, le supérieur d'Anasté, une lettre. Lisez-la, vous verrez. C'est édifiant. Le colonel Peloux, celui qui a dénoncé Anasté. La lettre dit que c'est un officier débauché, joueur et indiscipliné, et que c'est pour ça qu'il a été mis à pied de l'armée depuis octobre. Le colonel ajoute, je lis, Anasté, qui est assez joli garçon, avait plusieurs maîtresses à Lyon. Sa favorite était une Espagnole, Maria González, qui par ses goûts bizarres et ses instincts de luxe, l'a entraîné jusqu'à commettre des escroqueries pour subvenir à ses besoins. Décidément, cet Anasté a le profil. Et le colonel propose un mobile. L'argent. L'argent pour combler la maîtresse. Anasté est donc interrogé à nouveau. Il nie toujours. Non, non, ça n'est pas moi. Jamais un officier n'a souillé son épaulette en répandant le sang autrement que sur un champ de bataille. Mais tout vous accable, monsieur. Oui, je reconnais qu'une sorte de fatalité pèse sur moi, mais je suis innocent. Les policiers ont alors l'idée de le mettre en présence du député Gévelot, qui vient de porter cette lettre. Ils les placent tous les deux dans une pièce. Et à lui, il avoue. C'est moi, monsieur. C'est bien moi l'assassin. Vous avez tué pour voler? Oui, pour voler. J'avais besoin de 1800 francs pour payer mes dettes, et je n'avais pas à Lyon un ami qui puisse me les prêter. Je suis donc venu à Paris pour trouver cette somme, et j'ai choisi Madame Delard parce que je la croyais très riche. Et dans la foulée, Louis-François Anasté réitère ses aveux devant les policiers. Je suis resté un quart d'heure avec la baronne. Je lui ai demandé de vouloir bien me prêter 1800 francs dont j'avais besoin. En partant de mon hôtel, j'avais mis un grand couteau dans ma poche intérieure et un petit dans la poche de mon pantalon. Mais je n'ai absolument rien pris chez elle, rien. Quand je me suis sauvé, je savais par ailleurs parfaitement que la bonne n'était pas morte. C'est bon. Il a avoué. Et son alibi, Madame l'abbé Lélonde, a menti. Un demi-mensonge en vérité, puisqu'il est allé dîner chez elle après le crime. Il risque la peine de mort. Il est peut-être temps que je vous raconte pourquoi Louis-François Anasté a été mis à pied par l'armée 3 mois plus tôt. Et pourquoi, quand il a appris l'assassinat de la baronne Delard, son colonel a pensé que c'était lui. Anasté entre à l'école militaire de Saint-Cyr en octobre 1889, 2 ans avant le crime. Il en sort sous-lieutenant, et il est nommé à Lyon. C'est un pistonné en vérité, et il est protégé. Et savez-vous par qui? Eh bien par la baronne Delard, qui l'aime beaucoup, et qui a demandé à son fils Paul, qui travaille au ministère de la Guerre, d'avoir un œil sur lui. Pauvre baronne, elle était bien naïve. Mais à peine arrivé à Lyon, ça se passe mal. Son colonel l'a vite dans le nez, parce que cet Anasté multiplie les maîtresses, et il joue. Il joue au casino, et il perd, et donc il est criblé de dettes. Et pour tenter de payer ses dettes, il traficote, il vole de ci, de là. C'est pour ça que le colonel l'a mis en disponibilité. Mais n'allez pas chercher dans son dossier, hein. Il n'y a rien de tout ça là-dedans. Parce que le fils de la baronne, le baron Paul Delard, est intervenu. Officiellement donc, le sous-lieutenant Anasté est en disponibilité parce qu'il a des problèmes aux yeux. Le baron lui aussi a été bien naïf. Le 31 décembre, le juge Poncet interroge à nouveau Louis-François Anasté sur les faits. Que s'est-il passé quand vous avez égorgé votre victime? Pouvez-vous me dire dans quel état vous étiez? J'étais totalement affolé. Je voyais rouge. Pourquoi égorgez-vous la bonne? Je l'ai frappée parce que je voulais faire disparaître un témoin de mon crime.
Et si 20 personnes avaient pénétré dans l'appartement à ce moment-là, je les aurais tués tous les 20. Je pouvais plus reculer. Je ne comprends pas, monsieur Anasté. Vous aviez un avenir honorable, peut-être brillant. Vous auriez pu être un bon officier, vous auriez pu vous marier, vous auriez pu être heureux. Et maintenant, pour vous, c'est la honte. Et c'est la guillotine qui vous attend. Et oui, en 1892, Louis-François Anasté risque bien la mort. Mais, d'après ce que disent les gardiens de sa prison, il n'y croit pas lui-même. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il pensait s'en sortir avec 20 ans de bagne, pas plus. Voilà ce qu'il m'a dit. 20 ans. Un type qui égorge pour au final ne rien voler, car il est parti les mains vides. Avec le fils Paul, les policiers ont fait l'inventaire des bijoux et des pièces d'or retrouvés dans le secrétaire de la baronne. Dans l'affolement, il est parti les mains vides. Il a tué sans rien voler. Il ne s'en sortira pas avec 20 ans. Anasté embauche un avocat, maître Henri Robert. C'est lui qui va avoir la lourde tâche de tenter de lui épargner la guillotine. Et pour ça, il a une idée, démontrer qu'il est fou. Il demande donc au juge des expertises. Le juge refuse. Il est furieux. Pour lui, c'est clair, le crime commis par Anasté est ingénieusement préparé, notamment avec l'achat des couteaux. Il est exécuté avec sang-froid. Il ne voit pas du tout en quoi l'accusé pourrait présenter le moindre signe de ce qu'on appelle à l'époque le dérangement cérébral. Quoi qu'il en soit, on est fin janvier, le juge Poncet clôture son dossier et il le transmet à la chambre de mise en accusation. Une chose que je veux absolument vous dire avant que nous n'allions nous asseoir sur les bancs de la cour d'assises de Paris. Depuis 2 mois que ce crime a été commis, il a fait la une des journaux tous les jours. C'est une affaire très suivie. Le Petit Parisien notamment l'a suivi minute par minute. Et pour tous ceux qui ont lu les articles, Anasté est un monstre. Un monstre qui a tué une vieille dame honorable de 75 ans. Pour rien, puisqu'au final il n'a rien volé. Il y aura du monde à son procès. Et comme souvent à cette époque, on a fait de cette affaire une complainte, une chanson, qui se chante au coin des rues en attendant le procès. Messieurs, dames de l'auditoire, je vous dirai de mon mieux, une longue et triste histoire, écoutez jeunes et vieux, avec des pleurs dans les yeux. C'est sur le boulevard du Temple, si vous voulez le savoir, que ce crime sans exemple s'accomplit un certain soir, alors qu'il faisait très noir. Et ça n'est que l'une des complaintes, il y en a d'autres. Au moins 3 ont été écrites à l'époque. C'est vous dire si cette histoire passionne. Le procès de Louis-François Anasté s'ouvre fin février 1892 devant la cour d'assises de Paris. Il commence par la lecture de l'acte d'accusation. Juste après, le président veut commencer l'interrogatoire de l'accusé. L'avocat d'Anasté, maître Robert, intervient tout de suite. Avant de se prononcer sur le sort de mon client, le jury, l'accusation et la défense doivent être soucieux d'être éclairés sur sa responsabilité ou sur son irresponsabilité. Ils ont pour cela besoin du concours de médecins légistes, seuls compétents pour se prononcer. Des experts doivent donc procéder à l'examen d'Anasté, je le demande. C'est son seul argument, et il le pose d'entrée. Anasté est fou. Et s'il est fou, il est irresponsable. Et d'ailleurs, il produit 2 rapports rédigés par 2 médecins, les docteurs Trousseau et Kounig, qui certes n'ont pas vu Anasté, puisque le juge n'a pas voulu, mais qui pensent que sa maladie des yeux, l'atrophie oculaire dont il souffrirait, a pu déclencher des maladies cérébrales. Le président de la cour d'assises referme tout de suite cette porte. Écoutez, maître, retenons pour l'instant que ses yeux, ses yeux ont clairement vu le coup de Madame Delard, n'est-ce pas? Et celui de Delphine Aubre. Ses yeux ont vu où il fallait frapper, n'est-ce pas? Et il faudrait aujourd'hui que ces mêmes yeux servent à sauver Anasté. Par ailleurs, êtes-vous certain qu'il y a chez lui
Une atrophie du nerf optique. Moi, ce que je lis dans le dossier, c'est que cette maladie est une invention. Pour ne pas dire la vérité sur les raisons de son éviction de l'armée. La défense est renvoyée dans ses cordes. On fait défiler des témoins, qui tous le décrivent comme un homme à la moralité douteuse. Et beaucoup disent qu'il est paresseux. La bonne, Delphine, qui a miraculeusement survécu, vient bien sûr à la barre. Mais c'est un lâche! C'est un assassin! Il est venu assassiner ma chère maîtresse, et il a essayé de me couper entièrement la tête! Le réquisitoire de l'avocat général est très sévère. C'est un crime d'un officier! Quel blasphème! C'est un crime d'un scélérat vulgaire! Voilà la vérité. Un dernier mot, messieurs. Voulez-vous que l'on dise demain que les jurés de la Seine ont la guillotine facile pour les meurt-la-faim et de la pitié pour les fils de la bourgeoisie? Non. Je vous demande la mort. Vient ensuite la plaidoirie de Maître Robert. Il commence par rappeler l'enfance d'Anasté, qui a perdu sa mère très tôt et qui a été placée en pension. Il rappelle qu'il a avoué avec franchise. « Je vous jette mon dernier cri. Les circonstances atténuantes doivent être la récompense de la vérité et de la franchise d'Anasté. » Et il embraye sur son seul argument. Est-ce qu'il n'a pas agi comme un fou? Est-ce qu'il n'a pas agi comme un inconscient? Cet homme-là, c'est le candidat à la folie. Le verdict est rendu après 40 minutes de délibéré. La Cour, après en avoir délibéré, condamne Louis-François Anasté à être guillotiné en place publique. Garde, emmenez le condamné. Dans son box, Anasté ne manifeste aucune émotion. Son avocat essaye de le convaincre de se pourvoir en cassation, il refuse. Il ne voit pas l'intérêt de gagner 8 jours sur son exécution. Maître Robert lui suggère alors de faire appel à la grâce du président de la République. Il refuse à nouveau. Mais enfin, monsieur Anasté, votre peine pourrait être commuée en travaux forcés à perpétuité. Ah, je ne veux pas aller en Calédonie. Ça n'aurait rien de drôle pour moi de vivre au milieu des Kanaks. Anasté est donc conduit à la prison de la Grande Roquette, au dépôt des condamnés à mort. Le 9 avril 1892, un peu avant 5 heures du matin, Anasté est sorti de sa cellule et emmené devant la prison, au pied de la guillotine. Des milliers de personnes sont là pour assister à son exécution. Il embrasse le crucifix que lui tend l'aumônier et... Le corps d'Anasté est alors placé dans une malle en osier et conduit au cimetière d'Ivry-sur-Seine, où on l'inhume dans le carré des suppliciés, le champ de Navet comme on l'appelle à l'époque. Ni son père ni son frère n'assistent à son inhumation. Mais, le jour même, le père demande à ce qu'il soit inhumé dans le caveau familial du père Lachaise. Il demande aussi que son cerveau soit examiné par la faculté de médecine de Paris, parce que le père est certain que son fils était fou. Le préfet de police refuse l'examen médical, et du même coup le transfert du corps. Anasté reste donc pour l'éternité dans le champ de Navet d'Ivry-sur-Seine. Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr. Voilà donc pour cette histoire que j'ai exhumée, vous vous en rendez bien compte, et que nous allons maintenant débriefer avec quelqu'un qui connaît bien le crime de cette époque. Frédéric Chauveau est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers. Le crime et sa matière. On pourrait peut-être commencer, Frédéric, par évoquer cette dernière scène. Anasté est exécuté en place publique devant la prison, donc à l'extérieur de la prison de la Grande Roquette. C'est le cas jusqu'à quand, ça? Parce qu'il y a un moment où on les exécute dans la cour de la prison. Oui, tout à fait. Il a fallu un certain temps pour que l'exécution soit protégée par les murs de la prison. C'est en fait,
au cours de la période de l'entre-deux-guerres. C'est à partir de 1938 seulement, à partir d'un fait divers qui avait aussi défrayé la chronique, puisque les gens chantaient, on pouvait déboucher les bouchons de champagne, donc on s'est dit que c'était pas tout à fait moral, et du coup l'exécution capitale ne pouvait pas servir d'exemple. Mais à la fin du 19e siècle, pour certaines exécutions, c'était parfois transformé en kermesse, on pouvait y venir en famille, on portait sur les épaules son enfant ou son neveu, enfin voilà, c'était un vrai spectacle, un lieu de distraction. Il n'y avait ni la télé ni YouTube à l'époque, hein. Non, pas de transmission. Donc voilà, pour tous ceux qui voulaient, si je puis dire, connaître un certain frisson, eh bien, ils assistaient aux exécutions capitales. C'est Eugène Widmann, n'est-ce pas? Voilà, dont j'ai exactement. déjà raconté l'histoire, qui est le dernier exécuté en place publique devant la prison de Versailles, je crois. Tout à fait. Alors, évidemment, ces gens qui sont là et qui assistent à l'exécution sont là parce que les journaux leur parlent de cette affaire depuis 3 mois. On ne se rend évidemment pas compte, mais à la fin du 19e siècle, le crime est un sujet quotidien pour la presse. Aujourd'hui, on est beaucoup moins assoiffé de ces affaires-là qu'on ne l'était à l'époque. Oui, c'est-à-dire que les journaux ont commencé donc à changer à partir de 1863, quand commence à exister, si je veux dire, la presse à grand tirage, avec 4 grands périodiques qui dominent vraiment l'univers de la presse. Et puis à la fin du Second Empire, ils commencent à considérer que le fait divers, à la une, peut être une véritable stratégie éditoriale. Et effectivement, un certain nombre de crimes font gagner 10 000, 15 000 lecteurs. Et au moment de l'affaire Anastasia, donc en 1891, il y a déjà un mouvement un petit peu d'angoisse, parce que la presse commence à traiter depuis le début de l'année avec des titres un petit peu racoleurs sur les soldats assassins. Parce qu'en fait, Anastet est le 3e, il y a eu Schumacher, Jaumet, il y a Anastet, et à ce moment-là, évidemment, le public se passionne, surtout que la personnalité de ces soldats, si je peux dire, change d'une affaire à l'autre, et Anastet, comme vous l'avez rappelé, est le plus gradé. Il a fait Saint-Cyr, c'est pas n'importe quel soldat, nommé sous-lieutenant, donc c'est un personnage un petit peu prestigieux, et évidemment, ça passionne le public. Et ça inquiète qu'on puisse mettre en cause, au fond, la probité des soldats publiquement. C'est pas bon pour le moral de l'armée, c'est ça que vous nous dites? Oui, voilà, tout à fait, parce que à ce moment-là, c'est quand même après la défaite de la guerre de 70-71. Donc l'armée à ce moment-là est un petit peu de plus en plus sacralisée. On pense qu'effectivement il peut y avoir d'autres engagements. Et puis c'est aussi une période où la France se lance aussi dans l'aventure coloniale. Donc les soldats sont vraiment des personnages idéalisés qui occupent une place très importante dans le cœur du public. Selon vous, Frédéric, qu'est-ce qui fait que ce crime-là a un tel retentissement? La double personnalité de l'assassin et de la victime? Tout à fait. Personnalité de l'assassin, puisque, comme cela a été dit tout à l'heure, c'est quand même un Saint-Cyrien. Par son colonel, il est présenté comme un personnage sournois, et puis la presse distille un certain nombre de détails sur ses maîtresses, enfin les deux principales. Celles-ci n'ont plus beaucoup de secrets à ce moment-là pour le public, et on sait que sa solde était de l'ordre de 225 francs de l'époque par mois, et l'une de ses maîtresses lui coûtait à peu près 200 francs. Donc là, on voit bien que effectivement l'argent était dilapidé, et ce personnage de soldat passé par Saint-Cyr qui préfère les plaisirs plutôt qu'à la discipline, ça passionne, surtout que certains journaux se montrent un petit peu indiscrets, et il y a des extraits de ces lettres qui sont publiés, et à un moment donné, Anastet dit qu'il aurait dû être peut-être moins gourmand d'amour. Et dans une lettre qu'il écrit, qu'il envoie à son frère qui s'appelait Léon, il va inventer une sorte de pièce en sonnet qu'il appelle Danse des pensées, avec un style où il fait parler 2 personnages. Le premier, c'est le prisonnier, et le deuxième personnage, c'est les pensées. Et le premier personnage dit: où volez-vous, ô mes pensées, et dans cette ronde enlacée, que chantez-vous? Quelle joyeuse ritournelle, légère déploie vos ailes, que fêtez-vous? Alors, il y en a comme ça 2 pages, voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu le ton, et donc ça, c'est une personnalité, évidemment, qui intrigue. Et la victime aussi, évidemment, fait partie du succès de cette histoire, parce que, oui. Elle est baronne. Alors, c'est une baronne en pain d'épices, parce que c'est une baronne d'Empire, qui n'a même pas de long à rallonge, elle s'appelle la baronne Délard, mais néanmoins, elle est baronne.
Elle est baronne, et puis le portrait qui en est dressé, c'est un personnage au grand cœur, qui est prêt donc à aider son prochain, qui a jeté sa sympathie et son dévolu sur un astec. Et puis pour le public, même si c'est une noblesse d'empire, parmi évidemment donc la famille de l'art, on a des soldats particulièrement valeureux sous la Révolution et sous l'Empire. Voilà, on raconte que l'un d'entre eux donc a mis en déroute l'armée autrichienne en passant le fleuve et puis en égorgeant un petit peu donc tous les soldats autrichiens qu'ils avaient sous la main. Donc il y a aussi ce prestige des faits d'armes. Et puis en 1891, les faits héroïques voilà, sont assez prisés. Alors, moi, j'ai trouvé cette enquête assez stupéfiante, parce que, bien sûr, elle est rapide, elle ne dure que 3 mois, mais enfin, néanmoins, que de moyens. Le procureur de Thiers est mis à contribution pour savoir d'où vient le couteau. Il faut aussi donc quand même préciser que Goron, qui est le chef de la police judiciaire, qui a aussi donc suivi l'affaire, qui a été directement impliqué, a une formule à un moment donné qui permet aussi un petit peu de relativiser, si je peux dire, la démarche de l'enquête. Il dit le hasard est le plus habile des policiers. Voilà, donc ça permet de relativiser, mais effectivement, on va à Thiers, on échange une correspondance, et puis la redingote, la fameuse redingote bleue, a été l'objet d'une débauche de moyens, puisque ça a permis aussi à un certain nombre de tailleurs lyonnais de faire de la publicité en disant que c'était eux qui avaient fabriqué ce fameux vêtement, alors qu'en réalité, tout laisse supposer que c'était le fourrier du régiment, le 158e de ligne, qui l'avait fabriqué En plus, c'est faux. Ah voilà, oui, donc, enfin voilà. Mais sa qualité était qu'elle ne tachait pas au niveau des manches. Parce que, en fait, il aurait dû y avoir du sang dessus. C'est un épisode que je n'ai pas raconté, mais il aurait dû y avoir du sang dessus. Or, il n'y a pas de sang sur les manches. Et donc, on l'accuse de l'avoir lavé. Exactement. Et en fait, le seul indice réel des policiers, c'est l'arme du crime. Le couteau. Voilà, le couteau. Alors, il y a une scène qui est très marquante aussi sur la question des moyens, parce que je ne suis pas sûr que même aujourd'hui on ferait ça. Au moment de l'arrestation d'Anasté, la sûreté fait venir les témoins dans le magasin qui est en face de son hôtel pour être certain d'arrêter le bon bonhomme. C'est dingue, ça. Oui. Là, c'était aussi un petit peu la surprise, la confrontation, et on a déjà un certain nombre de juges d'instruction à une échelle plus modeste qui essayent comme ça, sans prévenir les différents protagonistes, de les convoquer dans son cabinet de juge d'instruction. Pour essayer de créer la surprise. Donc là, évidemment, on le fait sur place, mais c'est des moyens qui correspondent aussi à l'écho de l'affaire dans la presse. Alors, l'hypothèse selon laquelle il était fou, qui est développée par son avocat, Maître Robert, est-ce qu'elle tient un peu ou pas du tout ? À la lecture des pièces, elle tient pas. Disons que c'est un personnage un petit peu singulier qui semble pas vraiment prendre totalement conscience de ce qu'il a pu faire, qui est un petit peu cyclotimique, qui change d'humeur. Et Henri Robert, son argument de défense n'est pas vraiment pris au sérieux par les chroniqueurs judiciaires de l'époque. Mais en 1891-92, Henri Robert est à ce moment-là encore un tout jeune avocat, il n'est pas encore très célèbre. Et après, c'est lui qui invente, par exemple, la plaidoirie express en disant pour convaincre le jury, il faut parler 20 minutes, pas plus, et insister sur 2 ou 3 arguments. Henri Robert était le Dupond-Moretti de la fin du 19e. Voilà, mais en plus court au niveau du temps de parole. Une dernière chose, Frédéric Chauveau. Pour écrire cette histoire, vous vous en doutez, je me suis appuyé sur une revue extraordinaire dont je bénis l'existence, qui s'appelle Crime et Châtiment, et que l'on trouve aujourd'hui en numérique à la Bibliothèque nationale de France, dans une collection qui s'appelle Gallica. Alors, c'est pas facile à lire, parce qu'il faut une loupe, le scannage ayant été réalisé avec la typo d'époque, donc c'est pas facile à lire. Cette revue est incroyable, elle recense dans le détail des dizaines et des dizaines d'affaires. Oui, c'est une revue qui est relativement fiable, qui reprend donc les affaires, qui s'appuie sur des témoignages, mais dans certaines affaires qui arrivent à mêler à la fois donc la découverte du crime, du fait divers, et qui restitue assez bien le procès avec des extraits de propos et de paroles qui sont échangés. Et d'ailleurs, sur toute cette série, il y a quelque temps une grande manifestation en Allemagne, un colloque scientifique pour essayer de faire la comparaison entre la France et l'Allemagne, puisque finalement, cette façon de rendre compte du crime s'est diffusée à plusieurs pays européens. Quel dommage qu'il n'existe plus Crime et Châtiment aujourd'hui. Ça, je peux
pas vous dire le contraire. Parce que sans eux, je serais bien perdu. Je vous remercie infiniment, Frédéric Chauveau, d'avoir Merci à vous. accepté de débriefer cette histoire. Je reviens demain après-midi à 2h pour vous raconter une autre histoire. Bon après-midi. Retrouvez Christophe Ondelat 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.